Et pour parler de ces discussions américano-ukrainiennes et américano-russes à Riyad, nous sommes en direct de Rabat avec Zakaria Abou-Dahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Monsieur Abou-Dahab, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, c'est pour parler indirect. L'Ukraine a envoyé son ministre de la Défense alors que la Russie a choisi d'envoyer un cadre de la FSB, la police secrète, et un diplomate de carrière. Tout d'abord, que nous révèle cette composition des délégations des deux protagonistes ? Ça révèle d'abord peut-être un engouement plus affirmé de Kiev par rapport à Moscou en ce qui concerne la conclusion d'une trêve. D'ailleurs, il y a quelque temps, M. Zelensky avait dit que Kiev, c'est-à-dire l'Ukraine, était prête à conclure un cessez-le-feu sans condition préalable, alors que M. Poutine avait dit que la conclusion d'un cessez-le-feu devait être conditionnée par le respect d'un certain nombre de desiderata de la part de la Russie. Donc on voit très bien que nous sommes dans une sorte d'asymétrie même au niveau de la représentation. Néanmoins, il faut quand même dire, bon, du côté ukrainien, c'est le ministre de la Défense, du côté russe, il s'agit quand même d'un ancien diplomate qui a roulé sa bosse, comme on dit. En même temps, c'est un sénateur, donc il représente aussi en partie le pouvoir législatif qui est donc divisé en deux. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, Douma, qui est aussi la chambre basse, et la chambre haute dont provient justement l'émissaire russe. Par ailleurs, c'est un ex-agent, on va dire, des services secrets de la Russie. Ce n'est pas le KGB, mais plutôt le service de sécurité, on va dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la police. Quelle que soit, on va dire, la sémiologie politique de part et d'autre, moi, je crois que cette première rencontre, c'est une rencontre, vous l'avez si bien dit, qui est difficile. Il y a pas mal de points qui n'ont pas été encore dissipés, mais l'essentiel, et grâce à la médiation américaine, c'est de permettre d'épargner les installations énergétiques et vitales ukrainiennes contre les attaques russes. Néanmoins, il faut quand même rappeler que cette rencontre au niveau de l'Arabie saoudite intervient dans un moment où il y a eu une intensification des frappes de part et d'autre, mais notamment une avancée, en dépit des pertes constatées du côté russe, une avancée au niveau de l'offensive contre l'Ukraine, et notamment l'enjeu aujourd'hui se passe au niveau de Koursk. C'est une ville qui est frontalière entre la Russie et l'Ukraine, ou une région frontalière entre les deux parties. Alors, vu tous ces enjeux, quelles sont les chances réelles, à votre avis, de parvenir à un compromis ou à une désescalade lors de cette réunion, compte tenu surtout des divergences profondes que vous avez évoquées au tout début ? Ce que nous avons donc compris, à partir des termes même des échanges qui ont eu lieu par médiation américaine, c'est que ce sera une sorte de trêve partielle. Dans un premier temps, il y a une sorte de moratoire. Et d'ailleurs, un moratoire, on va dire, respecter un cessez-le-feu partiel, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, épargner les installations énergétiques et vitales de part et d'autre, du tout de la manière, mais c'est plus l'Ukraine qui est vulnérable et exposée à des attaques massives de la part de la Russie quand on prend en considération la parité en termes d'armement dans un contexte, il faut le rappeler, ça c'est important, où les États-Unis de M. Donald Trump ont décidé de suspendre au moins temporairement les aides militaires, et face aussi à une Europe qui est divisée et peut-être même désarmée face à la Russie qui est, on va dire, revient en force. Donc on peut dire grosso modo qu'il y a quelques lueurs d'espoir, mais on va dire que le réalisme doit être de rigueur et doit être au rendez-vous. On pourrait dire qu'il y a des chances de succès, au moins de ces premières rencontres. Elles ne seront pas les dernières, bien entendu. Il faut par la suite, je pense, baliser le terrain pour discuter des questions de fond, et c'est là probablement où on verra dans les prochaines délégations, notamment russes, la participation, par exemple, d'un Sergueï Lavrov, et c'est demain que précisément la délégation russe va rencontrer la délégation américaine pour instaurer une sorte de dialogue ad minima entre les deux parties pour attaquer par la suite les questions de fond. Une autre rencontre prévue également en Arabie Saoudite. Alors justement, revenons sur le choix de Riyad pour abriter ces pourparlers. Quel rôle l'Arabie Saoudite peut-elle jouer dans ce contexte, dans la facilitation du dialogue, notamment entre les deux puissances américaines et russes, étant leurs positions qui sont diamétralement opposées ? Il était de coutume toujours, quand il y a des hostilités de cette nature, qu'on choisit une sorte de pays neutre
en vue de maintenir le contact entre les parties, quand bien même elles sont en guerre. Et donc, on va dire que c'est une pratique qui est très ancienne. D'ailleurs, on l'a vu, par exemple, pour le Qatar, en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas. Maintenant, l'Arabie saoudite, le choix n'est pas anodin. Moi, je crois que d'abord, premièrement, c'est un pays qui est neutre. Deuxièmement, il a tous les atouts afin qu'il puisse user de son ascendant compte tenu de ses relations très très bonnes avec la Russie. On rappelle que l'Arabie saoudite a rejoint le groupe des BRICS à partir du 1er janvier 2024. Elle a aussi de bonnes relations avec l'Ukraine. C'est un pays pétrolier, c'est un pays qui est très riche. Et là, on pourrait même lire entre les lignes que probablement, par la suite, lorsque la trêve sera instaurée et qu'un accord de paix durable sera trouvé, à ce moment-là, l'Arabie saoudite pourrait être appelée à la rescousse pour contribuer financièrement avec d'autres pays, peut-être arabes et autres européens, à la reconstruction de l'Ukraine, parce qu'il va falloir par la suite mobiliser des milliards de dollars, ce qui ne sera pas du tout facile dans cette conjoncture de crise internationale. Alors, il y a un autre acteur clé dans cette guerre et lui, en tout cas, il n'est pas neutre. On parle de l'Europe. Macron vient d'annoncer la tenue jeudi prochain d'un sommet de la coalition des volontaires, les volontaires donc en faveur de l'Ukraine, en présence du président Zelensky. Quel est l'objectif, à votre avis, de ce sommet qui intervient d'ailleurs juste après, qui est prévu juste après ces pourparlers ? L'Europe cherche de sauver la mise parce que d'abord, elle était incapable durant les 3 années de guerre et plus, nous sommes à 3 ans, plus quelques semaines. Premièrement, une Europe aussi divisée qui n'est pas du tout convergente par rapport aux objectifs pour lutter ou pour faire face à une Russie, encore une fois, qui est dissuasive. Deuxièmement, quand on voit aujourd'hui ceux qui secouent un peu les choses, notamment c'est le Premier ministre anglais Starmer et le président Macron, alors que les autres responsables, si vous voulez, européens, je ne parle pas de l'Union européenne, je parle des États en tant que tels, n'ont pas une vision très partagée. Vous prenez par exemple la Bulgarie, vous allez voir aussi qu'il y a des divisions de ce genre. Donc, ce qui fait que l'Europe cherche de se frayer une place dans probablement un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. N'oublions pas que l'Ukraine est un pays européen, et donc il a la frontière, la jonction entre l'Europe dite occidentale et l'Europe orientale, et notamment incarnée par la Russie. Et finalement, moi je crois que ce genre de situation pousse l'Europe de façon générale, et l'Union européenne en particulier, grâce à l'action, le leadership de certains présidents, notamment M. Macron d'ailleurs, qu'on a vu très actif par rapport à cette question-là, à repenser le mode opératoire en termes de défense en vue de créer probablement une certaine autonomie stratégique au regard des États-Unis, quand on sait aujourd'hui que même la question de l'OTAN n'est pas une chose sûre pour les Européens, compte tenu des menaces proférées par M. Trump pour probablement se retirer de cette organisation. Alors, M. Abou-Dahab, au-delà de l'objectif direct affiché de ces pourparlers, certains analystes suggèrent que cette réunion pourrait marquer, surtout celle de demain, un tournant dans les relations entre Moscou et Washington. Selon vous, effectivement, est-ce qu'il y a des conséquences immédiates à moyen terme pour les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, vu ces derniers développements ? Alors, vous savez, il faut être réaliste en relations internationales et en politique étrangère. Il faut chercher à déterminer et à décoder un peu, ou décrypter le calcul géopolitique derrière toute action. Si on part du fait que l'intérêt national est le déterminant majeur de toute politique étrangère, quel est l'intérêt des États-Unis par rapport à cette approche et l'intérêt de la Russie par rapport à cette approche? C'est tout simplement tirer aussi le tapis sous les pieds des Européens. Vous le savez que M. Poutine avait fait l'objet de sanctions, voire même d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale, et que M. Trump, par la suite, avait même sanctionné le procureur général. Donc les deux pays se retrouvent parfois par rapport à des modes opératoires en vue de gagner des points stratégiques par rapport à des concurrents, y compris commerciaux. Je parle de l'Europe, je parle aussi de la Chine, il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand il s'agit de nouer des conjonctures, combien même des alliances, combien même elles sont conjoncturelles, eh bien tout cela répond d'abord à un objectif clair de M. Trump, c'est « Make America Great Again », donc la question des terres rares en Ukraine, et également neutraliser peut-être
non pas la menace russe en tant que telle, mais l'action peut-être subversive ou nocive de la Russie dans le calcul de M. Donald Trump. Et pour la Russie, évidemment, c'est se montrer gagnante, et notamment pour Vladimir Poutine, qui va apparaître comme étant un héros. Et donc, tout cela n'est pas gratuit, tout cela dépend de calculs géopolitiques savamment orchestrés, et au final, les deux super grands, si je puis utiliser ce qualificatif, se retrouvent aujourd'hui et du moins durant les 4 prochaines années face à des objectifs qui sont convergents sur le plan stratégique. Zakaria Aboudahab, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Merci pour cet éclairage.